Alors, comment un ordinateur fait-il pour voir une image? Parce qu'en réalité, il ne perçoit pas du tout les pixels comme nous. Pour lui, c'est juste une grande grille de nombres. Pour donner un sens à tout ça, les réseaux de neurones convolutifs, les fameux CNN, font glisser des petits filtres sur l'image pour détecter des caractéristiques, des bords, des coins, des textures. Mais ce processus soulève tout de suite deux questions fondamentales. D'abord, comment s'assurer qu'on ne perd pas d'infos précieuses sur les bords de l'image? Et puis, comment rendre tout ça plus efficace tout en extrayant les informations les plus importantes? C'est précisément là qu'interviennent deux techniques essentielles qu'on va décortiquer aujourd'hui, le remplissage ou padding et le pas qu'on appelle aussi stride. Voilà le programme. On va commencer par comprendre le problème de base, celui du rétrécissement des images. Ensuite, on verra comment le padding arrive à la rescousse. Puis, on explorera comment le stride, lui, nous permet de réduire la taille des données, mais de façon intelligente. On se penchera sur les maths derrière tout ça, avant de découvrir un détail qui a son importance, les angles morts que le padding peut créer. Et enfin, on finira avec les points clés à retenir. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le tout premier défi quand on fait des convolutions, c'est ce qu'on appelle le rétrécissement de la carte de caractéristiques. C'est un peu un effet secondaire inévitable de ce processus. Cette image illustre le phénomène à la perfection. Regardez bien. On part d'une image en bas, disons de 28 par 28 pixels, et on voit comment, couche après couche, de H1 à H4, elle se réduit. Chaque fois que le filtre passe, la taille de la sortie diminue un petit peu. Si on répète ça sur de nombreuses couches, l'image finit par rétrécir de façon assez spectaculaire. Et la conséquence directe de ce rétrécissement, c'est bien sûr une perte d'information. C'est assez logique. Les pixels qui sont au centre de l'image sont balayés plein de fois par le filtre. Mais ceux qui sont sur les bords, et surtout dans les coins, eh bien, ils ne sont vus qu'une seule fois, voire pas du tout. Du coup, on perd petit à petit tout le contexte qui se trouve à la périphérie de l'image. Pour que ce soit bien concret, imaginez une image de 240 par 240 pixels. Si on applique juste 10 couches de convolution avec un filtre de 5 par 5, on perd presque 30% de la surface de l'image originale. C'est juste énorme. Toute information un peu intéressante qui se trouvait sur les bords est tout simplement partie en fumée. Alors, comment on fait pour résoudre ce problème de rétrécissement et de perte d'infos sur les bords? La solution la plus courante et la plus élégante, c'est le padding, le remplissage. Son but est très simple, préserver le périmètre. La définition formelle est plutôt simple, vous allez voir. Le padding, ça consiste à ajouter des pixels en plus tout autour de l'image d'entrée. Et le plus souvent, ces pixels ont une valeur de 0. En faisant ça, on augmente artificiellement la taille de notre image juste avant d'appliquer la convolution. Pour bien comprendre, il y a une analogie qui marche super bien. C'est comme si on ajoutait un passe-partout autour d'une photo avant de la mettre dans un cadre. Le passe-partout, il fait pas partie de la photo, mais il permet au cadre de ne pas couper les bords de l'image. Eh bien, le padding, c'est exactement ça pour notre filtre de convolution. Comparons un peu les deux approches. Sans padding, ce qu'on appelle une convolution valide, la taille de sortie diminue, on perd les infos des bords et ça limite la profondeur des réseaux qu'on peut construire. Avec un padding bien calculé, appelé same, la taille de sortie est identique à celle de l'entrée, les infos des bords sont préservées et ça nous permet de construire des réseaux de neurones beaucoup plus profonds et donc plus puissants. Passons maintenant à notre deuxième concept clé, le stride ou le pas. Si le padding sert à préserver la taille, le stride lui sert à la réduire. Mais cette fois-ci, c'est fait exprès, de manière contrôlée. C'est un outil de sous-échantillonnage. En fait, le stride définit de combien de pixels le filtre va se décaler à chaque étape. Par défaut, le stride est de 1, donc le filtre glisse d'un seul pixel à la fois. Mais si on met un stride de 2, par exemple, le filtre va carrément sauter un pixel sur 2. Il va faire de plus grands sauts. Cette illustration le montre parfaitement. Avec un stride de 2, regardez bien, le filtre ne balaye pas toutes les positions. Il saute des endroits, ce qui lui permet de couvrir l'image beaucoup plus vite. Et le résultat? Une carte de caractéristiques en sortie qui est bien plus petite. C'est une sorte de compression intelligente, en quelque sorte. Alors pourquoi on utiliserait un stride plus grand que 1? D'abord, pour réduire la taille des cartes de caractéristiques, on vient de le voir. Ensuite, ça diminue drastiquement le coût des calculs, puisqu'il y a moins d'opérations à faire. Et enfin, ça peut aider le réseau à être moins sensible à de petits déplacements de l'objet dans l'image. C'est ce qu'on appelle l'invariance par translation. Bon, maintenant qu'on a vu les concepts, il est temps de regarder comment tout ça s'articule d'un point de vue mathématique. La taille de la sortie d'une couche de convolution, ce n'est pas du hasard. Elle est déterminée par une formule très précise qui relie tous ces paramètres. Cette formule peut faire un peu peur, mais décomposons-la. C'est simple. Étape 1, le cas de base, la taille de sortie, c'est la taille de l'entrée moins celle du noyau, plus 1.
Étape 2, on ajoute le padding. On l'ajoute 2 fois à la dimension de l'entrée, logique, puisqu'on met une bordure de chaque côté. Et enfin, étape 3, on intègre le stride en divisant le tout par sa valeur. La fonction floor ici, elle sert juste à arrondir à l'entier inférieur, parce qu'on ne peut pas avoir un demi-pixel. Et ce tableau, il illustre parfaitement comment ces paramètres interagissent. Prenez la première ligne, une entrée de 28 par 28, un noyau de 3 par 3, un padding de 1 et un stride de 1. Ça nous donne une sortie de 28 par 28. C'est le fameux cas same. Regardez la troisième ligne, un stride de 2 divise la dimension par 2. On passe de 28 par 28 à 14 par 14. C'est en jouant avec ces 4 leviers qu'on sculpte l'architecture d'un CNN. On pourrait penser que le padding avec des zéros, c'est la solution parfaite. Mais comme souvent en science, la réalité est un peu plus complexe. Ces techniques, même si elle est super utile, introduisent ses propres biais et peut créer des sortes d'angles morts pour le réseau. La question est donc posée, est-ce que rajouter une bordure de zéro, c'est vraiment la solution miracle? La réponse, on va le voir, est non. Ça crée un artefact, une sorte de rupture très nette entre les vrais pixels de l'image et cette bordure artificielle de zéro. Et cette diapositive en est la preuve visuelle. Ici, on a donné une image complètement noire, remplie de zéros, à un réseau VGG. On s'attendrait à ce qu'il ne se passe rien, non? Pourtant, on voit clairement des motifs apparaître sur les bords. C'est l'effet du padding. Ces artefacts de bordure se propagent et s'amplifient à travers les couches, ce qui crée un biais qui peut potentiellement tromper le réseau. Cette citation, elle souligne un point crucial. L'impact de ces choix sur les performances est bien réel. Elle nous dit que la contribution réduite de grandes zones de l'image, surtout quand on n'utilise pas de padding, peut expliquer des chutes de précision vraiment drastiques. La manière dont on gère les frontières, ce n'est donc vraiment pas un détail. Heureusement, la recherche est très active sur ce sujet. Il y a plein d'alternatives au remplissage par des zéros. Le mirror padding, par exemple, reflète les pixels du bord. Le replication padding les duplique. Il y a même le circular padding, qui fait comme si l'image se bouclait sur elle-même. Et il existe des approches encore plus avancées, comme DiffStride, où le réseau apprend lui-même le meilleur pas à utiliser. Bon, il est temps de synthétiser un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de tout ça? Quels sont les points essentiels à garder en tête pour concevoir ou simplement pour comprendre l'architecture d'un réseau de neurones convolutifs? Voilà les 4 points cruciaux. Premièrement, le padding préserve les dimensions spatiales et empêche la perte d'informations sur les bords. C'est son rôle principal. Deuxièmement, le stride réduit la résolution pour économiser des calculs et créer des représentations plus globales, plus abstraites. Troisièmement, la taille de sortie est toujours contrôlée par une relation mathématique prévisible entre tous ces paramètres. Et enfin, le padding par défaut avec des zéros est un compromis qui, bien qu'efficace, introduit des artefacts. Et pour conclure, une question qui ouvre un peu la réflexion. Le padding et le stride, ce sont des biais que nous, les humains, on introduit dans l'architecture. On impose au réseau notre façon de voir et de gérer l'espace. La question c'est donc, que faudrait-il pour qu'un CNN puisse apprendre par lui-même son propre sens de l'espace, sa propre façon de gérer les frontières et les échelles? C'est sans doute l'un des grands défis pour la prochaine génération de réseaux de neurones.